Très urgent. Le président américain Donald Trump a confirmé que tous les biens des présidents, ministres et députés africains seront saisis dans les pays occidentaux dans les jours à venir. Il déclare « L'Afrique est le seul continent où la corruption est devenue une norme. Les dirigeants africains ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ils ne se soucient même pas de leur peuple. Les autorités africaines préfèrent voler les richesses du continent pour aller construire de luxueuses villas en Occident au lieu de développer l'Afrique. Seuls les enfants des présidents, ministres et députés ont le droit de vivre une belle vie, d'étudier dans les grandes universités, de manger dans les meilleurs restaurants en Amérique, en Europe ou en Asie. Pendant ce temps, des millions de citoyens africains n'ont même pas de quoi manger, se loger, s'habiller ou se soigner. Et toi, qu'en penses-tu? Es-tu d'accord avec les propos de Donald Trump? Donne ton avis en commentaire, abonne-toi et partage massivement la vidéo. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de Earth-West Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, vous qui avez eu, ou toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu d'être debout ce matin comme moi, je vous invite humblement à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zamba, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux, glorifie-le. Et j'avais un petit conseil à te donner ce matin. Ne t'occupe pas de celui qui ne croit pas à ton Dieu. Parce que l'exemple de la gestion du pouvoir au Cameroun, dans notre pays, nous a démontré que leur Dieu n'est pas notre Dieu. Ils ont d'autres dieux ou ils ont un autre Dieu qui n'est pas le nôtre. Tu comprendras avec le temps pourquoi. Parce que je te répète ça tous les jours. C'est-à-dire, je ne comprends pas, personnellement, si les Occidentaux ou certains Occidentaux tuent les gens pour avoir des biens ou arracher leurs biens, je comprendrai. Mais si un Camerounais tue un autre Camerounais pour avoir des biens qui n'appartiennent à personne, c'est-à-dire ou qui à la base sont les biens de Dieu et qu'il a donné à tout le monde, là je ne comprends rien. Ça veut dire que quelqu'un qui fait ça, il ne croit pas à ton Dieu. Je t'assure. C'est pour ça que je te dis, ne combats jamais quelqu'un. Je ne discute pas les affaires de Dieu. Je ne fais pas des combats religieux. Je ne fais pas des débats religieux avec des personnes. Parce que tu ne sais pas à quel Dieu certaines personnes croient. Dans mon pays, tu pourras me dire le contraire si tu veux, si tu as une information plus que celle que j'ai ici, puisque je ne suis pas, j'ai pas le monopole du savoir, tu pourras me donner cette information-là en inbox ou à WhatsApp, où tu me prescris ça quelque part, où tu me fais un message pour me dire que non, pas ce que tu dis là. Bon, je ne veux pas te contredire, mais ton information n'est pas complète pour être plus poli. Je veux dire que ici, sur cette terre, partant du Cameroun, il n'y a aucun pays sur cette terre qui est plus riche que le Cameroun. Est-ce que tu me comprends bien? Il n'y a aucun pays sur cette terre qui est plus riche que le pays que tu vois là. Et la richesse du Cameroun ne commence pas que c'est la richesse du sous-sol. Non. Celle du sous-sol, c'est un accompagnement. La richesse du Cameroun commence par vous, ce que vous avez là dans la tête. La transmission de ce que nous avons hérité de nos parents. C'est cette transmission-là qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, je n'arrive pas à comprendre que nous soyons une terre des richesses, comme vous l'avez écouté au début de cette publication, à l'entrée, là, ça c'est l'introduction. Le pire arrive, là, tout de suite. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où nous avons tout. Je vais citer tout simplement l'or.
le diamant. Nous sommes rentrés dans le cercle le plus important de la société. Le diamant. Des producteurs de diamants au monde. Notre pays est parmi, dans ce cercle-là, producteurs de diamants. Le Cameroun vient de rejoindre le club très fermé des pays exportateurs et producteurs de diamants. Il est le 78e pays à intégrer le processus de Kimberley, un regroupement de gouvernements et d'industriels qui contrôle la provenance des diamants et les conditions dans lesquelles ils sont exploités. Cette instance de certification s'assure qu'aucun diamant ayant par exemple financé des conflits armés, également appelé diamant de sang, ne soit vendu sur les marchés internationaux. Le Cameroun compte désormais devenir un producteur mondial de premier plan. Le pays place tous ses espoirs dans un gisement découvert il y a 4 ans au sud-est du pays, le site de Mobilong. Situé à 35 km au sud de Mboy, en plein cœur de la forêt équatoriale, les réserves de diamants des mines de Mobilong comptent parmi les plus importantes au monde. Plusieurs entreprises sont déjà bien positionnées pour exploiter le filon. Le sud-coréen CK Mining détient un permis d'exploitation en partenariat avec le gouvernement. Le groupe prévoit d'investir 500 milliards de francs CFA sur 25 ans. Botswana Diamonds, une société minière irlandaise, possède elle aussi une concession de 8000 km² sur le site de Mobilong. CK Mining prévoit d'atteindre une production d'1 million de carats par an. Mais sur l'ensemble du territoire, les premières estimations de production sont bien supérieures, de l'ordre de 3 à 5 millions de carats. Les premières installations nécessaires à l'extraction du minerai sont en place depuis mars dernier, mais la production ne devrait pas démarrer avant 2 ans. D'ici là, la majorité de la production camerounaise restera artisanale et ne dépassera pas les 5000 carats par an. Bien, nous sommes le cercle des privilégiés. On produit le diamant au Cameroun. Toi, tu ne sais pas ça. On produit l'or dans notre pays, le Cameroun. Mais les gens volent l'or qui est chez eux, vont le vendre clandestinement. Et disent au Cameroun que voilà, nous avons fait sortir de ce pays 15 kilos d'or ou 20 kilos d'or. Mais en réalité, ils ont fait partir 9 tonnes ou 10 tonnes d'or. Au Cameroun, ils nous ont toujours chanté que les minéraux du Cameroun, le sous-sol camerounais est encore intact, c'est pas touché. Dites-nous où part l'or du Cameroun? Où part l'or du Cameroun? Question qui agite les médias camerounais depuis quelques jours. C'est en fait le rapport du comité ITIE Cameroun pour l'année 2023 qui est très commenté. Pétrole, gaz, minerais sont évoqués dans le document, mais ce qui interroge surtout Amélie Tullet, ce sont les chiffres sur la production et l'exportation d'or. 953 kilos d'or camerounais produits officiellement en 2023, dont seulement 22 kilos vendus à l'étranger. Pourtant, additionner les importations déclarées pour 2023 par différents acheteurs, principalement les Émirats arabes unis, atteignent les 15 tonnes d'or d'origine camerounaise, soit 600 fois plus que les exportations déclarées par Yaoundé. Selon l'expert Baré Jayoumsi, rien n'est maîtrisé. C'est pratiquement toute la production du Cameroun qui passe par des voies illégales. Imaginez-vous, 15 tonnes d'or, ça fait 15 000 kg d'or. Ça fait 900 milliards de francs CFA. Un manque à gagner pour les finances publiques camerounaises. En principe, la Sonamine, société d'État, prélève un pourcentage de la production. Les pertes fiscales potentielles sont estimées à 165 milliards de francs CFA. Les conséquences sont énormes. Aujourd'hui, selon le rapport ITIE, l'impact des revenus en taxes minières dans notre budget est en dessous d'1%. 1%. Alors qu'au même moment, des pays déclarent avoir acheté 15 tonnes d'or. C'est une perte énorme. Aujourd'hui, le prix de l'or est exponentiellement élevé. N'importe quel projet or est rentable. Le rapport du comité ITIE recommande de renforcer les contrôles aux frontières, d'identifier les circuits illégaux, de mieux coordonner les différentes institutions et de clarifier leur rôle, ministère, Sonamine, douane, pour plus de traçabilité. Solliciter les autorités camerounaises n'ont pas encore répondu à nos demandes d'explication. Est-ce que vous avez capté ce que la journaliste dit à la fin? Contacter les autorités du Cameroun n'ont pas souhaité donner une suite à leurs interrogations. Ils ne veulent pas. Après, vous allez entendre que non, ils veulent déstabiliser le Cameroun. Tout le monde veut déstabiliser le Cameroun. C'est eux qui nous ont dit le sous-sol camerounais est encore intact, intouché. Où va l'or du Cameroun? C'est comme ça, je vous ai toujours dit sur cette page que lorsqu'on va faire les bilans, on va se retrouver avec un pays déjà vide. Les gars là ont un projet de laisser un Cameroun vide, dépouillé jusqu'à l'os. Contacter les autorités n'ont pas voulu donner de suite
à leurs interrogations. Parce que c'est eux qui se rendent complices. Ils font ça comme ça exprès. On nous dit officiellement que non, l'or, le diamant, toutes ces choses ne sont pas encore touchées. Mais en finalité, ça sort en masse, en masse, en masse. Au Cameroun, qu'on a affaire à une bande de voleurs sans cœur qui n'ont qu'un projet, asphyxier et exterminer le peuple. Vous pensez que c'est la blague? Écoutez. La production de ce riz qu'on nous vend là, c'est entre 114 et 139 francs le kilo. Mais on le vend quand même à 600 francs le kilo. Vous voyez la marge? C'est du vol. Au Niger, le coût de production du kilo de riz, c'est 46 francs. Le sac de 50 kilos revient à 2250. Au Cameroun, vous êtes là à avoir de longues discussions totalement improbables où on vend un sac de 50 kilos à 15 000. Au Niger, là, le dernier pays sur l'indice de développement humain, c'est 2250 francs CFA. Le coût de production. De quoi on parle même au Cameroun? On est tout le temps en train de nous fatiguer. C'est un coût exorbitant et donc du coup, les 15 000 là, c'est du vol. Aux dernières nouvelles, il paraît que le sac de riz au Cameroun de 25 kg ou bien 50 kg est monté à une vingtaine de mille de francs. Je vous ai toujours dit que le Cameroun va être le dernier pays du monde. Voilà le Niger, qu'on qualifie être le dernier pays en indice de développement humain, qui eux, ils vendent un sac de riz de 25 kg à 2000 francs, 2500 francs maximum. Mais au Cameroun, on nous dit qu'un sac de riz est à 17 000, voire à l'heure actuelle, si 20 000 francs. Franchement, au Cameroun, c'est un pays, ces gars-là font du business sur nos dos et ils s'en foutent de ceux qui mangent ou de ceux qui ne mangent pas. C'est pas leur problème, c'est pas leurs affaires, c'est pas leur macabre. Ils s'en foutent pas mal. Et va voir le riz qui nous sert, va voir les aliments qui nous servent sur le marché, contrôlés, pas contrôlés, c'est pas leur patate, c'est pas leur macabre, ils s'en battent les couilles. Tant qu'on n'aurait pas compris au Cameroun que ces gars-là n'ont qu'un seul intérêt, c'est servir les poches, assurer leur avenir et celui de leurs enfants. Franchement, c'est incroyable. Vous comprenez que ce sont des enfants d'un pays, le Cameroun, leur propre pays. Alors pourquoi Trump ne devrait pas nous parler comme il parle là? Très urgent. Le président américain Donald Trump a confirmé que tous les biens des présidents, ministres et députés africains seront saisis dans les pays occidentaux dans les jours à venir. Il déclare « L'Afrique est le seul continent où la corruption est devenue une norme. Les dirigeants africains ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ils ne se soucient même pas de leur peuple. Les autorités africaines préfèrent voler les richesses du continent pour aller construire de luxueuses villas en Occident au lieu de développer l'Afrique. Seuls les enfants des présidents, ministres et députés ont le droit de vivre une belle vie, d'étudier dans les grandes universités, de manger dans les meilleurs restaurants en Amérique, en Europe ou en Asie. Pendant ce temps, des millions de citoyens africains n'ont même pas de quoi manger, se loger, s'habiller ou se soigner. Et toi, qu'en penses-tu ? Es-tu d'accord avec les propos de Donald Trump ? Donne ton avis en commentaire, abonne-toi et partage massivement la vidéo. Pourquoi Trump ne devrait pas nous parler comme j'entends là? Vrai ou faux, mais ce n'est pas faux. Nous-mêmes, nous le savons. C'est pour ça que nous parlons depuis très longtemps. Parce que ce n'est pas faux. On vole pour aller garder de l'autre côté et on tue son frère pour quelque chose que tu ne vas pas utiliser. C'est-à-dire, tu tues ton frère pour de la nourriture que tu as tout pris et tu ne finiras même pas de manger tout. Et tu vas cacher ça à l'extérieur. Mais tu tues ton frère au Cameroun. L'or, le diamant, le pétrole, le bois, le gaz, la terre camerounaise. La terre camerounaise. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent prendre le gravier camerounais pour amener en Chine. Le gravier, c'est-à-dire les cailloux du Cameroun, on amène en Chine. Mais nous prenons l'argent produit, les revenus de ce gravier vendu clandestinement pour aller investir à Dubaï. Tu entends que Oswald Babouk et sa femme investissent dans les Émirats arabes. Non, c'est là-bas. Et pensez qu'ils sont cachés. Vous allez comprendre pourquoi à la fin de cette publication. C'est totalement hallucinant. Nous avons des enfants d'un pays qui volent et qui tuent pour rien. C'est-à-dire, la kleptomanie est une maladie. Et ce ne sont pas des kleptomanes. J'ai d'ailleurs expliqué ça hier dans l'une de mes publications. Pardonnez-moi parce que ce n'est pas l'objectif, le but ici. J'ai expliqué ça hier. Il faut enlever les lunettes de mon ami Augustin.
J'ai expliqué ça hier dans une publication. J'ai dit que en moto, la kleptomanie, 2 points entre pathologie et délinquance. Je suis allé chercher la définition de la kleptomanie. Et je vais le rappeler, partager avec certains parmi vous ici. La définition de la kleptomanie. La kleptomanie est un trouble de la santé mentale, caractérisé par une impulsion irrésistible et répétée de voler des objets dont on n'a pas forcément besoin et qui n'ont souvent que peu de valeur marchande. Contrairement au vol ordinaire, l'acte n'est pas motivé par le profit, mais par une tension interne qui ne s'apaise qu'une fois le vol commis. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Contrairement au vol ordinaire, l'acte n'est pas motivé par le profit, mais par une tension interne qui ne s'apaise qu'une fois le vol commis. Le cas du Cameroun, pathologie ou corruption. Dans notre pays, le Cameroun, la situation de certains membres du gouvernement ne relève pas de la psychiatrie. Il ne s'agit pas de kleptomanie, mais de vol compulsif et de détournement de fonds publics. Ces actes, motivés par l'appât du gain, constituent des crimes qui mèneront tôt ou tard leurs auteurs derrière les barreaux. C'est juste une question de temps, car le diable a la montre, Dieu a le temps. J'ai publié ça hier, parce que en regardant la photo de Lupaul Motazé, photo que vous voyez là, Lupaul Motazé, j'ai marqué là en moto. Sais-tu que la kleptomanie est une maladie? Parce que sur cette photo-là, on nous explique une fois de plus, le Cameroun prévoit d'emprunter 1315 milliards sur les marchés de la CEMAC en 2026. Donc, 1165 milliards de francs CFA seront levés sur le marché des titres publics BEAC et 150 milliards de francs sur le marché régional. C'est le Cameroun. Alors, ce pays qui s'endette là, l'Arabie Saoudite a combien de francs, de milliers de dollars de dettes? Allez chercher, vous les économistes là, vous les intellectuels, et vous venez nous dire quel est le montant de la dette de l'Arabie Saoudite à la Banque mondiale. Et venez nous dire, parce que l'Arabie Saoudite n'a pas la richesse du Cameroun. L'Arabie Saoudite est pauvre. Je dis l'Arabie Saoudite que vous voyez là, les Émirats arabes là, n'ont pas la richesse du Cameroun. Mais pourquoi ces gens-là sont-ils mieux organisés que nous? Parce qu'ils n'ont pas de leaders corrompus. Leurs leaders ont la notion de patriotisme. Mais chez nous, nous avons des voleurs compulsifs et qui volent pour aller de l'autre côté dans leur pays. Aller garder dans les pays, dans les Émirats arabes. Voilà la différence. Un pays qui a toutes les richesses, vous avez entendu. Nous avons le diamant, nous avons le bois, le pétrole, le gaz, pour ne citer que ça. Pour accompagner les intelligences que nous sommes, que vous êtes. Mais nous allons emprunter depuis 43 ans, c'est ce que nous faisons. Emprunter, emprunter, emprunter. Oui, bon, emprunter, ce n'est pas un problème. Mais que faisons-nous avec ces emprunts? C'est ça la véritable question. L'argent que nous allons chercher ailleurs, partout, quel est le résultat? Aucun projet au Cameroun n'a jamais commencé et a été inauguré. Si vous avez vu un projet au Cameroun, vous avez vu le début et vous avez vu la fin, ça veut dire que c'est les Chinois qui ont construit. Vous avez vu l'Assemblée, ce sont les Chinois. Tout ce qui est camerounais, Lupaul Motazé a tué tout ça. Les petits Benanga que nous sommes, voilà notre travail. Et nous voulons continuer à être là. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que certaines personnes se lèvent et nous insultent. Shit whole country. Mais je voudrais te rassurer ici, toi qui m'as posé des questions, Lambert, que nous avons pour mission, les Camerounais qui sont dans la diaspora, nous sommes comme les Chinois. Le point commun entre les Chinois et nous, le seul point commun, c'est que nous sommes tous dans la diaspora, mais nous n'avons pas les mêmes objectifs. Les Chinois sont
des voleurs de technologie. Les Chinois se cachent derrière tout commerce pour espionner, pour copier, pour s'inspirer. Mais nous sommes dans la diaspora pour nous s'autodétruire avec la complicité de ceux qui sont de l'autre côté. Ce qui fait donc que ceux qui sont là-bas, nous les reprochons de ne rien faire, mais ceux qui sont ici ne font non plus rien, mais profitent des petites perdièmes comme ça là, pour ne pas parler, pour ne rien dire. Sombre donc dans le communautarisme, dans le tribalisme. Je ne peux pas parler de Ketia Cortez parce qu'elle est dans mon village. Je ne peux pas parler de Madeleine Tchouenté parce qu'elle est de chez moi. Je ne poserai jamais la question où se trouve mon père Nyat. Bien qu'il soit vieux comme mon père Paul Biya, je ne peux pas poser la question de là où il se trouve parce qu'il est de chez moi. Mais nous voulons que les choses changent. Nous allons être volubiles pour parler de Trump, pour parler d'Emmanuel Macron, pour parler de tout le monde. Mais nous ne parlerons jamais de ce qui se passe dans notre pays. Dans notre pays, parce qu'on a pris un parti pris. Je suis du sud, du nord-ouest et du sud-ouest. Je ne parlerai pas de ce qui concerne ma région parce que celui qui est au pouvoir, c'est mon parent, il est premier ministre. Celui qui est au pouvoir, c'est mon père, il est président. Celui qui est dans l'armée, c'est mon oncle, il est chef d'état-major. C'est-à-dire, voilà à quoi on vous a réduit. Et ceux-là ne font rien pour vous. Tout simplement le fait qu'il est de ton village, il porte le même nom que toi, il est de la même commune, il est le cousin, l'oncle de ta femme, c'est-à-dire, tu ne feras rien. Et tu viendras dans les réseaux sociaux et tu vas, vraiment on ne sait pas, hein, normal, depuis que vous parlez là, rien ne change. Cette personne qui te dit ça, que rien ne change, ne se pose pas la question de sa propre responsabilité à lui. Lui m'a trouvé. J'ai commencé ce combat, je n'ai rien attendu de personne. C'est-à-dire, je n'ai pas attendu que Paul Biya m'autorise, ou que le père Nouma m'autorise, qui est d'ailleurs en ce moment convalescent, mon père, avec ce qui se passe au Cameroun. Mon père a été accidenté, une moto a cogné mon papa, il s'est fendu la tête. Le gars est en train de traverser pour aller chez lui, la moto l'a cogné. Vous comprenez donc que ça peut arriver à tout le monde. Mais on ne le verra pas. Lui, il a été béni parce qu'il est vivant. Monon Djana en est mort. Une moto l'a cogné. La moto a fui. Le motoman a fui avec la moto. Et Monon Djana est mort par la suite. Mon père a été accidenté le 25 décembre devant sa maison. C'est-à-dire, il savait traverser comme ça pour aller chez lui. La moto le cogne. La tête s'est fendue. Donc, je vous dis ces choses-là pour vous faire comprendre que personne n'est à l'abri. Personne. T'as dit que tu es là aujourd'hui et tu parles parce que tu es aux États-Unis. Tu penses que tu es à l'abri, ça arrivera à l'un de tes parents. Tu es aux États-Unis, tu ne parles pas. Parce que tu es du RDPC, du MRC, du SCF, et tu as un parent là-bas quelque part. Tu ne parles pas de ce qui se passe au Cameroun. Mais ça t'arrivera quand même. Ça t'arrivera. Parce que quand vous regardez ce qui arrive au jeune Mbapo Parfait, j'en parlais encore hier avec mon grand frère Jipon Remingon. Je lui ai posé la question, grand, est-ce que tu as une idée de ce qui se passe dans ce pays? Ce n'est pas l'objet de cette publication, mais je fais une parenthèse pour vous dire l'imbécilité qui anime certaines personnes. Oui, pour vous dire l'imbécilité qui anime certaines personnes. Faites attention les gars, si nous ne faisons rien pour sortir de là, Paul Biya n'a plus rien à prouver à personne. Hein. À 100 ans, monsieur là, lui, comment Dieu peut l'appeler à tout moment. C'est nous qui resterons dans la nasse et nous allons nous battre entre nous. Et vraiment, je ne vais pas faire l'économie de l'énergie parce que je vous aurais prévenu depuis plusieurs années. Je n'ai absolument rien à branler. Nous allons nous faire ça dur entre nous. Moi, je n'ai pas. Vraiment, vous voyez quelqu'un qui parle comme moi là, pensez qu'il a peur de la mort. Alors, le cœur. J'ai dit à Dieu tous les matins. Il m'a permis d'être debout ce matin. Je lui dis, Ntizaman Kombot, toi le saint des saints, toi qui es fait de moi ce que je suis, toi qui sais ce que j'ai été et ce que je serai, je te dirai jamais assez merci pour ce que tu m'as apporté, pour ce que tu m'apportes et ce que tu m'apporterais. Ntizama, si ce que je dis ici, aujourd'hui et maintenant, a un but de nuire, de détruire, de salir, d'insulter, je n'attendrai pas la punition de la justice. Punis-moi avant qu'elle n'arrive. Mais si ce que je dis ici a pour but de sensibiliser tes créatures,
d'informer tes créatures, de dénoncer tes créatures, d'informer tes créatures, de proposer des projets, des solutions à tes créatures. Ntizama, aide-moi et donne-moi la vie pour que je continue à mener ce combat et protège-moi. Je n'ai pas la force de dire des choses ici, d'aller me battre avec les personnes au quartier. Je n'ai pas cette force-là. Alors occupe-toi d'eux, comme tu t'en es occupé de Martin Bellinga et Boutou, aujourd'hui qui vend les vêtements des tissus wax en Inde. C'est tout ce que je demande à Dieu tous les matins. Je n'attends rien de personne. Parce que personne parmi les humains ne peut changer ma vie. Si quelqu'un pouvait changer ma vie aurait eu un changement. Mes petits frères, mes enfants qui sont nés dans le combat il y a 2 ans, 3 ans, d'autres 20 ans, m'auraient trouvé dans une autre dimension. Mais personne ne peut changer ma vie. Je suis vivant parce que Dieu l'a décidé et Dieu le décide tous les jours. Alors je suis convaincu que nous allons nous mener une guerre fratricide, comme l'avait dit Amogo Bellinga. Parce que tout ce qui se passe au Cameroun, tout se tient. Rien n'est isolé. Tout se tient de par nos comportements. Et personne n'apprend rien. On a l'impression qu'on parle aux gens qui sont sourds, qui ont mal aux oreilles, ou qui ont mal aux yeux, qui ne voient pas. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont rien appris, parce qu'il y a l'apprentissage par transmission, par retransmission. Il y a l'apprentissage oral. On te parle, tu écoutes. Il y a l'apprentissage par le regard, par observation, à regarder ce qui se passe autour de toi et reproduire, s'en inspirer et reproduire. On parle comme si on parlait, même la terre comprend. La terre là, nous écoute. J'ai l'impression qu'on a affaire aux mules, qui ne comprennent rien. Tu jettes n'importe quoi sur ce sol-ci là, ça reproduit quelque chose qui va nourrir les humains. Ceux qui sont aux affaires, ils n'ont qu'une seule chose à faire: boire, manger, aller aux toilettes, abuser, tuer, mentir, voler, aller s'agenouiller à l'église pour faire semblant de prier Dieu et tuer leurs semblables. Voilà tout ce que nous avons à faire. Bref, je me suis élargi un peu sur ce sujet, c'était pas le but. Mon but ici, c'est de parler du message que les Suisses ont envoyé à Paul Biya. De quoi s'agit-il? Vous vous souvenez que le président Donald Trump a fait arrêter le président du Venezuela. Il a fait descendre l'armée là-bas. Il a arrêté le président du Venezuela. Bien. Il est venu l'enfermer ici à New York. Une fois le président Maduro a été arrêté, la Suisse n'a pas attendu une seule seconde de plus. La Suisse a fermé tous les comptes et a saisi tous les biens. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Une fois Maduro a été arrêté et ramené ici aux États-Unis, les autorités suisses, ils ont saisi tous les comptes de Maduro et les biens. Écoutez et regardez. Voyons tout de suite ce qu'il en est. La décision de la Suisse, le voile qui se lève sur la fortune de Maduro, voici les indispensables, avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. La Suisse annonce donc que Maduro avait des comptes dans ses banques et elle annonce le gel de ses comptes. Oui, c'est le Conseil général de la Fédération suisse qui a annoncé ce gel immédiat de tous les actifs financiers détenus par Nicolas Maduro dans le pays. Nous voulons nous assurer que tout patrimoine acquis de manière illicite ne pourra pas quitter la Suisse dans la situation actuelle, a indiqué le département des Affaires étrangères. Alors, quelle est-elle cette fortune? Officiellement, Nicolas Maduro gagne 3 500 € par mois en tant que président, mais chacun se doute bien que ça n'est pas avec ce simple salaire qu'il pouvait financer un train de vie fastueux. De fait, le leader de la gauche, comme on l'appelle, a souvent été vu dans ce genre de restaurant huppé, prisé des grandes fortunes saoudiennes et russes. Le premier menu avoisine les 200 $. Aperçu aussi dans sa villa du quartier de Coral Gables au sud de la Floride, avec pour voisins Julio Iglesias ou encore Sylvester Stallone. 3 500 $, cela prête à sourire quand on se penche sur les évaluations de son patrimoine. Disons-le clairement, il est totalement caché, opaque, secret. Donc les chiffres diffèrent selon les sources, ils n'en donnent pas moins le vertige. Les estimations les plus hautes parlent de 4 milliards $, 4 milliards sous le manteau.
au Venezuela. Alors factuellement, quels sont les éléments? Eh bien, la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a officiellement saisi les biens de Nicolás Maduro aux États-Unis et en République dominicaine. L'inventaire est impressionnant. Une villa magnifique sous le soleil de Punta Cana, 3000 mètres carrés, entourée d'arbres centenaires, piscine à débordement, 9 chambres, salle de sport, héliport. En Floride, un haras de pur sang, des chevaux de prestige. À cela s'ajoute un avion d'affaires Falcon, petit bijou de 7 millions de dollars, une Rolls-Royce, une Bentley, une Lamborghini. Signe particulier, Nicolás Maduro raffole des montres. Il a été photographié avec au poignet une Hublot à 40 000 $, une Chopard à 30 000 $, une Patek Philippe et une Rolex. Elles ont toutes été saisies. Son épouse, Cilia Flores, n'est pas en reste. Sac à main Dolce Gabbana à 3 500 $, collier de la maison Van Cleef & Arpels, 20 000 $, saisi également. Total, 700 millions de dollars. Lequel Nicolás Maduro a toujours professé être un homme modeste, un homme du peuple. Oui, c'est sa marque de fabrique. Nicolás Maduro vient d'une famille ouvrière de Caracas. Il a commencé comme chauffeur de bus avant de devenir leader syndical. Écoutez-le, c'était la semaine dernière, juste avant son arrestation. No he sido magnate, no soy magnate, ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara. Yo gano 2 petros. Pero a esa platica no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar, ya Silita la agarró para comprar unas cositas. Quant à son patrimoine, en particulier la villa de Punta Cana, il a toujours nié en être le propriétaire. S'il y avait une justice dans ce monde, j'exigerais une enquête pour déterminer à qui appartient cette demeure. Je ne possède pas et je ne posséderai jamais de biens, d'argent ou de comptes, où que ce soit dans le monde. Merci Lucille. Qu'est-ce que ça nous dit? Isabelle, Jean-Claude, qu'est-ce que ça nous dit? C'est beaucoup plus catastrophique que les protestations contre la neige en hiver. Ça nous dit plusieurs choses. Ça nous rappelle que absolument tous les dictateurs de tous les pays, qu'ils soient de droite ou de gauche, mettent de l'argent de côté et s'enrichissent de manière considérable. C'est encore plus choquant quand c'est Nicolás Maduro que quand c'est Bachar al-Assad, l'ancien tyran de Syrie, parce que Nicolás Maduro effectivement revendiquait son engagement à gauche, et donc c'est quand même assez la différence est quand même assez spectaculaire, et aussi parce que le Venezuela est un pays qui a été totalement ruiné par d'abord par Chavez et ensuite par Maduro, mais c'est sans doute l'un des pays qui a été le plus ruiné de ces dernières décennies. C'est un pays dans lequel les distributeurs d'argent à Caracas sont protégés par la police pour ne pas être attaqués. Les écoles sont dans un état absolument lamentable. Toutes les infrastructures publiques sont en déliquescence. Il y a des fuites d'eau dans les bâtiments. C'est vraiment un pays qui s'est écroulé économiquement, et le peuple s'est appauvri à un point incroyable. Donc le contraste est encore plus violent que celui de l'immense fortune de Vladimir Poutine par rapport à la pauvreté du peuple russe, ou de la grande fortune de Bachar al-Assad, qu'il utilise en partie aujourd'hui en vivant très très bien à Moscou. D'abord dans un hôtel de Four Seasons, mais avec des croisières, des fêtes gigantesques à Dubaï. Donc c'est pas terrible. Pardon de paraître candide, mais d'où vient cet argent? Est-ce que c'est documenté? Est-ce qu'on le sait, Vincent? Alors, il a puisé dans la Petróleos de Venezuela, qui était la grande compagnie qui est la grande compagnie publique vénézuélienne, qui a été en fait le pot de confiture du régime à la fois chaviste et puis du régime de Maduro. On estime les sommes détournées depuis 2013 entre 70 et 90 milliards de dollars, les sommes détournées sur la PDVSA, donc la Petróleos des Venezuela. Pas uniquement au bénéfice de Maduro? Non, mais de
tout l'aéropage du régime, à la fois les militaires, sa famille. 70 à 90 milliards de dollars, oui. Alors, Lucille parlait de 4 milliards, on est plutôt entre 5 et 12 milliards concernant Maduro et son épouse. Pour l'instant, effectivement, les États-Unis n'ont saisi que 700 millions depuis janvier 2020, donc cette maison de Punta Cana. D'ailleurs, ce serait bien que les manifestants qui protestent place de la République et les fils demandent la restitution des biens, d'ailleurs, qui ont été horriblement à Paris, saisis, vous voulez dire Paris, oui, qui ont été horriblement saisis par la justice américaine. Effectivement, ils ne gagnaient que 47 000 dollars. Alors bon, ça fait bondir Nicolas avec sa retraite de général. Évidemment, 47 000 dollars, on peut pas vivre décemment. Et c'est ce que rappelait Isabelle est très juste. 90% de la population vénézuélienne vit avec moins de 1 000 dollars par an, donc sous le seuil de pauvreté. C'est ce qui est vraiment choquant. Mais est-ce qu'on peut estimer, et je parle là à l'américain de cœur encore une fois, Jean-Claude, que tout cela était connu, était su, y compris au Venezuela? Je crois que oui. Parce que ça fait un bout de temps, il y avait le régime Chavez, on a connu les scandales de pétrodollars, on a connu un certain nombre de scandales, et puis, soyons sérieux, nous avons des services secrets, nous Français, donc je parle sous le contrôle de notre ami Vincent, nous avons aussi des services aux États-Unis, dans un certain nombre de grandes démocraties. On peut voir les circuits d'argent, donc on savait très bien qu'il se passait des choses. Alors, sur le volume, je n'en sais rien, mais par rapport à votre question, vous avez dit, est-ce qu'on peut s'étonner? Moi, j'ai envie de dire que, à plusieurs reprises, on a pu entendre ici ou là, et on entend de temps en temps, que finalement, l'état de droit, c'est la tarte à la crème. Eh bien, ce qui s'est passé, ce qui se passe là, c'est exactement ce qui arrive lorsqu'on cesse d'être une démocratie, parce qu'une dictature, par définition, tout ce qui s'y rapporte, ce qui approche, c'est un système dans lequel on fait en fonction de la volonté de celui et de quelques-uns qui dirigent. Et quand on est quelques-uns qui dirigent, sans système de contrôle, sans quoi que ce soit, eh bien évidemment, on pioche, on prend les 10%, c'est connu, hein, Maduro n'est pas le seul. Dans beaucoup de pays, on appelle certains, on a appelé Madame Dos Santos Madame 10% ou 15%. Donc on prend, et puis effectivement, les contrats d'État, on prend 15% parce qu'on est le dirigeant, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Oui, c'est cela que ça nous dit. J'ai envie de dire que c'est un avertissement pour tous ceux qui sont tentés, au motif pris qu'il faut de l'effectivité dans les politiques publiques, ce qu'on ne conteste pas, mais au motif pris qu'il faut de l'effectivité, qui sont prêts à revenir sur l'état de droit. Je dis que c'est peut-être pas le meilleur des systèmes, c'est peut-être pas le excellent, mais c'est le moins mauvais des systèmes, parce que c'est ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas de contrôle. Je vous donne la parole, Nicolas, mais d'un mot, ce qui est stupéfiant aussi, c'est le mensonge. C'est-à-dire qu'il pourrait se taire sur ces sujets, ne rien dire, esquiver, mais on l'entend publiquement dire « je n'ai rien ». Et quand je vais chercher mon salaire, en fait, je ne peux même pas le toucher parce que c'est mon épouse qui l'a déjà pris pour les besoins du ménage. David, il y a la storytelling de la gauche latino, la gauche extrême latino, et c'est là-dessus qu'il s'est construit. Ce sont les amis de Chavez, et on est très pauvres et on est avec le peuple. Et c'est pour ça aussi qu'il a des partisans, parce qu'il peut aussi distribuer à un certain nombre de gens. Oui, Nicolas. Oui, d'abord, on remarquera que toutes les dictatures sont très attachées à une pseudo-légalité. C'est vrai pour l'état de droit, mais ils font toujours des élections, ils expliquent toujours qu'ils sont vertueux et que ce sont les autres qui ne le sont pas. Donc il est obligé de montrer qu'il est vertueux également comme président, parce que il y a quand même cette fascination pour l'état de droit, combien même l'état de droit est parfaitement mis à plat, et c'est vrai pour Poutine, c'est vrai pour toutes les dictatures. La deuxième chose, c'est que moi je suis pas du tout surpris par le fait que la prédation d'un dictateur. Ça, c'est bon. Mais ça, vous le saviez sur Maduro? Mais oui. On s'en doute, parce que il n'y a pas d'exemple de dictateur qui ne soit pas enrichi au monde. Moi, ce qui m'étonne le plus, parce qu'on parle de démocratie, c'est qu'on retrouve son argent dans nos démocraties occidentales. Absolument. C'est-à-dire que d'un seul coup, la Suisse, mince, on a de l'argent à Maduro, alors on va le mettre sous séquestre. Mais avant, ils ont fait quoi? Ils l'ont accepté, cet argent. Et puis dans la plus grande discrétion. Et donc d'un seul coup on dit l'argent n'a pas d'odeur. C'est pas bien parce que ça devient public, donc d'un seul coup ça devient pas bien. Et puis après on découvre qu'il a des propriétés en Floride, mais c'était un espèce d'ennemi je dirais systémique des États-Unis, donc il allait l'été en Floride monter ses chevaux et je ne sais quoi. Mais de qui se moque-t-on? Franchement, de qui se moque-t-on? Je veux dire, il faut quand même aussi qu'on balaye devant notre porte, parce que les paradis fiscaux c'est vachement bien, mais on s'aperçoit quand même que
au bout d'un moment, on est complice de ces affaires-là. On les aide à s'enrichir, on les aide à faire la prédation de leur propre peuple. C'est quand même assez extraordinaire. C'est vrai que de penser à toutes ces villas, à tous ces biens en Floride, Jean-Claude David, le moindre euro, on peut le tracer. On sait, vous, quand vous sortez votre carte bleue, on peut savoir exactement ce que vous faites. Il faut arrêter d'imaginer qu'à ces prix-là, qu'on ne savait pas. Et j'ajoute une chose. On savait. Mais bien sûr qu'on savait. On savait, même s'il y a des sociétés écrans, on peut remonter au fait que tout ça appartient à Maduro. Mais on sait et on savait. Le drame, c'est qu'on entend dire, et on sait qu'il y a un lien, la pauvreté de ces pays, ou avec l'impact sur les migrations, on dit, on ne veut pas d'immigrés, etc. C'est là qu'il faut aller combattre, c'est faire en sorte que les gens, parce que quand les gens sont appauvris, vous imaginez tout l'argent qui est pris, c'est l'argent des Vénézuéliens, ce sont les gens qui ne peuvent, ce sont les argents pour l'hôpital, le moindre latino-américain, quand on est d'une famille moyenne plus, on va se faire soigner à Miami, ailleurs, parce qu'on ne peut pas se faire soigner chez soi. Oui, c'est une réalité. Donc ça crée des sociétés à double ou triple vitesse. Donc il y a eu aussi une forme, de détournement de regard. Indiscutablement. Oui, et puis dans certains pays, quand même, les attributs du chef ne sont pas détestés par les concitoyens. Ça fait partie des attributs du chef, avoir une grosse voiture, avoir des maîtresses. D'ailleurs, il a été capturé avec sa femme, il aurait pu être surpris avec une de ses douzaines de maîtresses. On a eu de la chance, si j'ose dire. Donc voilà, ça fait partie un côté viriliste, latino, etc. Avoir de l'argent caché, etc. Le peuple ne s'en étonne pas. Alors maintenant, il y a une chose sur laquelle Maduro n'a pas menti, c'est que ça ne lui appartient pas. Ça appartient à la famille de sa femme, à la famille de ses proches, etc. Il n'a aucun bien détourné en propre. Et ce que possèdent les Suisses, apparemment, les avoirs qui sont en Suisse, c'est peanuts par rapport à ce qui se trouve vraisemblablement et au Panama et surtout à Dubaï. Donc il va falloir gratter du côté de Dubaï. Et là, bon courage pour la récupération d'actifs. Dans les comptes en Suisse, on peut estimer qu'il n'y a pas quelque chose en rapport avec tout ce qu'on découvre là. Non, c'est pas énorme. Pourquoi ? Parce que la Suisse, qui précise que ce sont ses comptes et les comptes de ses proches, de sa famille, de la famille de son épouse. Bref, il y a tout un... Et on les découvre. On les découvre fort opportunément au moment où Maduro est arrêté. C'est quand même absolument extraordinaire. Si en Suisse, matière de tartufferie internationale, c'est formidable. Mais pardon, Nicolas, ça voudrait dire que la Suisse pouvait, quand il était chef d'État en exercice, dire... je refuse en fait d'ouvrir ses comptes. Adressez-vous ailleurs. En fait, c'est tout aussi simple que ça. Après, c'est le problème des banques. Si l'argent est mal acquis, je veux dire, c'est du recyclage d'argent sale quelque part. Un point d'histoire juridique. Nous sommes certes en 2026, mais ça n'est que depuis le milieu des années 2000, vers 2009, que sous la pression, là pour le coup, des États-Unis, de la France, d'un certain nombre de pays, que les Suisses ont été obligés de revoir le fameux secret bancaire. Donc c'est très récent. Ouais. C'est tout à fait récent. Donc effectivement, il n'y a pas une grande tradition de pouvoir pister ceux qui viennent y mettre leur argent. Et là, nous parlons de Maduro, mais le général disait à juste titre qu'il y a une liste de gens qui ont leur compte bancaire et de gens qui sont considérés comme dictateurs ou qui sont considérés comme des responsables publics et qui ont mal acquis leur argent. Tout cela est très récent. Et c'est parce qu'aussi les Suisses ont peur de mesures de rétorsion des Américains. Donc ils prennent les devants. On vous a interrompu, Vincent, vous voulez rajouter un dernier mot ? Non, mais je voulais abonder dans le sens dans ton sens pour dire qu'en Suisse il y a quand même une juridiction, il y a des procureurs financiers, il y a des juges qui peuvent poursuivre, il y a un service compliance d'ailleurs des banques qui maintenant est de plus en plus efficace. Donc il a préféré mettre le gros de son argent à Dubaï où là c'est beaucoup plus difficile pour investiguer et pour récupérer les actifs. Nous voulons nous assurer que tout patrimoine acquis de manière illicite ne pourra pas quitter la Suisse dans la situation actuelle. Voilà ce qu'indique le département des affaires étrangères, ce que nous rappelait Lucille tout à l'heure. Bien, vous avez donc compris. Et je suis fier du peuple suisse. Oh, moi je suis fier d'eux. Parce qu'ils ont compris que nous avons affaire à des moutons. Voilà Maduro. Dans son propre pays, les citoyens fuient le Venezuela pour venir aux États-Unis. Le Venezuela, nous dit-on, est la première ou la deuxième réserve pétrolière au monde. C'est-à-dire, c'est les Émirats arabes bis, le Qatar, l'Arabie saoudite. Et tu peux compter ici aux États-Unis.
combien de Saoudiens vivent aux États-Unis. Mais je vous dis, les citoyens du Venezuela fuient le Venezuela tous les jours pour venir ici. Mais leur président, qui a des problèmes avec l'Amérique, il a des biens ici. Il a des mansions aux États-Unis. Il a des avions. Il a des voitures. Il a des collections de montres. Sa femme a des sacs. En Suisse, il a des biens là-bas. Ils ont tous été saisis. Les comptes bancaires, tout a été saisi. Mais c'est aujourd'hui que les Suisses se rendent compte que les biens là étaient les biens mal acquis. Ils ont attendu son arrestation. Mais chaque fois qu'il arrivait là-bas, il était bien reçu. Il était très bien reçu, accueilli. Mais c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que non, les biens là, c'était les biens mal acquis. Quelle est la différence entre Paul Biya et Maduro? La différence, c'est tout simplement parce qu'il y a un qui est le président du Venezuela, l'autre le président du Cameroun. Le point commun, c'est qu'ils suivent les mêmes choses. C'est arrivé à Mobutu, c'est bien. C'est arrivé à Sassou Nguesso, c'est bien. C'est arrivé à Obiangema, c'est bien. C'est arrivé à Ali Bongo, c'est bien. C'est arrivé à Omar Bongo, c'est bien. Ils ont fait ça à Bokassa. Ils font ça à tout le monde. Mais chaque fois qu'ils le font, mais ceux qui vivent ont l'impression que ça ne les concerne pas. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que je me pose la question, comment font ces gens? Qu'est-ce qu'il y a dans leur cerveau? Je ne sais pas. Je me pose la question, comment font-ils? Je vous assure, je vais vous dire une vérité, après 34 ans à l'extérieur, si Dieu m'avait dit, mon fils, comme tu parles, tu auras 10 ans dehors, j'aurais dit, papa, créateur que tu sois, je te demande pardon. Laisse-moi ici, je veux m'aller au village de mon père, commencer à faire le cacao là-bas. Je vais rester ici au Cameroun, même si je meurs soldat. S'il te plaît, papa. J'allais demander ça à Dieu. Mais Dieu avait un autre programme pour moi que je ne savais pas. Et il m'a enlevé la notion du temps. Donc, je n'ai pas vu 30 ans passer. Je n'ai pas vu 20 ans passer. Je n'ai pas vu 25 ans passer. Je n'ai pas vu 30 ans passer. Me voici. Oh. Je me dis, comment font-ils pour avoir autant d'argent et aller finir en exil, pauvre, persécuté, les biens arrachés? Paul Biya a vu tout ce que je vous dis là. Ça ne se passe pas avec un autre pays. Ça se passe avec le pays là où Paul Biya vit. Parce que le village de Paul Biya, c'est Genève. Et Biya est en mission au Cameroun. Mais, avec tout ce que Biya a fait, les Genevois vont dans les médias, insultent Biya, insultent sa femme. Les Français vont dans les médias, insultent Biya, insultent sa femme. Quand il n'est plus président, il récupère tous ses biens. Et le persécute. Comme ils font avec Maduro là. Tu te poses la question, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ces Africains? Est-ce que l'esclavage a tout simplement changé de forme ou a tout simplement changé de statut? Comme disait un acteur, Malcolm X, il y avait des esclaves des champs et des esclaves de la maison. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Moi qui suis resté ici, aux États-Unis, j'ai fait la France. J'observe, je dis, mais c'est pas possible. Ok, ils ne sont pas au courant. Je parle alors pour leur dire que papa, ici, on a arrêté les biens ici aux États-Unis de Biangema. On a saisi. Il y a encore quelques années, après la France, les États-Unis, le même fils de Biangema prend l'avion et met les dollars à l'intérieur, les montres et tout, il arrive au Brésil. On saisit encore. J'ai dit que ça presti, malgré de Dios, Sonorita Omorosito, peste de mi coquette à la mbiki, mañana pour la mañana.
Ces enfants-là, je ne comprends pas. Ils sont vendus, ils sont maudits, ils ont un problème de folie. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ces gens? Vous répétez exactement les mêmes choses à croire que vous avez des mémoires de poule. Parce que la poule, tu jettes les grains de riz, de maïs, d'arachide ici. La poule arrive, tu l'occupes, tu lui donnes un coup de poing, un coup de pied. La poule fuit. Tu jettes encore, elle revient. Et même quand tu n'as rien, elle revient quoi? Chercher s'il y a encore quelque chose. C'est-à-dire, elle ne sait même pas que tu lui as donné un coup. Tu chasses, mais elle ne fait que revenir. C'est comme ça que nos dirigeants là sont. Le seul dirigeant qui n'a rien, même après sa prison, il dit, je n'ai aucun compte. Gbagbo. Il y a un qui est mort. Nelson Mandela. Il y a des exceptions. Ils ont décidé de mourir dignes. Voilà Maduro. À peine on l'a arrêté, tout a été fermé. Tout. Paul Biya fera comment? Chantal Biya ne peut pas vivre au Cameroun. Si la situation continue comme elle est en train de continuer là, elle ne peut pas vivre chez nous. Elle ne pourra pas. Et vous, je vous dis régulièrement les gars, faites attention, je vous dis toutes les choses, ne vous inquiétez pas. Mais ne courez pas. Chaque chose a une fin. Aucune condition n'est éternelle. Aucune. Parce que, à l'époque d'Amadou Ahidjo, il y a des gens qui avaient dit que Amadou Ahidjo c'était un dictateur. Ils ont fui le Cameroun. Les intellectuels, les écrivains, vous les connaissez. Ils sont partis. Ils vivaient en Europe. Ils écrivaient des livres. Ils enseignaient pour les enseignants. Ils étaient dans des universités. Mais quand Paul Biya est venu, certains sont rentrés. Et d'autres qui étaient là-bas, qui ne pouvaient pas continuer à vivre sous l'air Biya, ont aussi quitté le Cameroun pour fuir. D'autres ont même été assassinés par la tentative de coup d'État. D'autres ont fait la prison, comme votre bon diable qu'on appelle Chouchou. Ça, c'est un autre niveau. Ouais, Nouma Patrice Freeman, qui es-tu? J'ai vu une série, au moins de 22 vidéos qui m'ont été envoyées hier, les gens qui pleurent que Chouchou les a trahis. Je ne veux pas parler de ça pour le moment, on en parler la semaine prochaine, on a des choses encore plus sérieuses. Oui, monsieur. Donc, les gens ont fui. Ils sont partis. D'autres sont rentrés disant que voilà, Paul Biya, c'est un gars calme, c'est un intellectuel. Le motif pour lequel les gens appréciaient Paul Biya, on dit que non, le monsieur a fait pour ses 15 ans sans aller dans son village. Je te dis que mais comment? Donc, ce monsieur, on dit qu'il est un bon président parce qu'il a fait 15 ans sans aller dans son village. La femme d'Ahidjo a dit non, vraiment, chérie, ce type-ci, je ne le sens pas. Mais comme la décision ne venait pas d'Ahidjo, contrairement à ce qu'il a voulu faire croire, la décision de prendre Biya au pouvoir venait de Mitterrand. Parce que Mitterrand voulait régler ses comptes avec Amadou Ahidjo. Souvenez-vous, Amadou Ahidjo est président. À l'époque, Mitterrand est avocat. Il y a donc des problèmes avec des activistes comme aujourd'hui. Certains qui ont été arrêtés au Cameroun à l'époque. Et Mitterrand, en tant qu'avocat, décide donc de venir au Cameroun pour être l'avocat de certains qui avaient été arrêtés. Quand il arrive à l'aéroport, Amadou Ahidjo lui demande de reprendre son billet dans son avion et de rentrer chez lui. Mitterrand est avocat à l'époque. Mitterrand rentre chez lui. Vous imaginez donc la suite, quand Mitterrand devient président. Sa première cible, c'était de faire tomber Amadou Ahidjo. La suite, vous la connaissez. Donc, on a beau dire Amadou Ahidjo a donné le pouvoir à Paul Biya. Non, non, c'était déjà organisé comme ça. Que voilà comment ça devrait se faire. Amadou Ahidjo devait partir. Même s'il fallait donner le pouvoir à un chien, un chat ou une souris, il fallait qu'il parte. Il est donc parti. D'autres sont partis avec lui. Après ça, il y a eu une tentative de coup d'État. D'où les gens comme les Issa Chiroma ont fait 6 ans de prison.
Ils sont allés en prison, ils sont sortis. Ils ont un peu galéré, ils ont traversé, ils ont fait la traversée du désert. Pobia les a récupérés, plusieurs fois ministre. Aujourd'hui, il est redevenu opposant. Je ne sais pas, en redevenant opposant, je ne sais pas ce qu'il dit à certains d'entre vous pour vous convaincre, parce qu'il est allé au pouvoir pour changer les choses. Avant, il dénonçait ce qui n'allait pas. Pobia l'appelle, il dit qu'on vient avec moi. Arrivé là-bas, il s'est bien empiffré. À la fin de vie, déjà presque à la fin de vie, il dit qu'il veut combattre Paul Biya. Tu crois que moi je vais suivre les gens comme ça? Non. Je vous ai dit depuis le départ, et je rappelle ici, aujourd'hui et maintenant pour toi, c'est juste qui m'a posé la question. Il n'y a aucun opposant au Cameroun. Tous ces gens-là travaillent pour la même entité, Biya-Bivondo. Oui, monsieur. Laissez le temps, vous allez voir, Issa Chiroma va rentrer au Cameroun là. Il va rentrer au Cameroun. Et il va vous dire un autre discours. Et vous allez suivre comme des moutons. Vous allez trouver aussi des explications, comme vous avez trouvé des explications à l'autre, que je ne veux pas prononcer son nom, que vous connaissez d'ailleurs. Ils portent tous le même titre, président élu. Oui, monsieur. Ils vont vous dire aujourd'hui que non, nous allons aux élections parce que, oui, il faut y aller. Non, non, nous ne l'allons pas parce que, aujourd'hui, Chouchou vous dit n'allez pas à l'élection. Il n'y va pas à l'élection avec son parti. Ça ne vous dit pas, ça ne vous rappelle pas le message d'un autre. Bon, celui-là c'est le président, il était en Afghanistan. Je ne sais pas si c'était Camerounais ou un Libanais, je ne sais pas trop. Mais il y a un autre qui avait dit ça comme ça au Cameroun. Bon, aujourd'hui, 7 ans ont passé, encore 7 ans qui arrivent là, il y a un autre discours. N'est-ce pas? C'est toujours le même. Mais la différence entre les deux, il y a un qui vit au Cameroun, il monte, il descend. Il y a un qui est en exil, il a fini son one-man show, il vous a entraîné. Il va revenir et vous allez suivre, comme des moutons. Mais ce dont je suis sûr, et certain à 100%, le Cameroun changera avec des Camerounais qui sont convaincus, avec des Camerounais patriotes. C'est une question de temps. On n'est pas pressé. On peut freiner le destin, mais on ne peut pas l'annuler. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alors, c'était une autre deuxième parenthèse, parlant de Chouchou, pour vous faire comprendre que ces gens-là, je ne sais pas comment vous faites pour que vous soyez convaincus par ces gens. Et je crains que ce soit une maladie, l'amnésie, ou bien la maladie des yeux, où vous n'entendez pas, ou bien vous ne voyez pas. Et vous faites exactement comme Maduro. Maduro ne sait pas. Trump a les comptes où? Dans quel pays? Il peut être un bon président, il peut être un mauvais président, mais moi je considère toujours Trump comme étant un très bon président. Même Paul Biya est un très bon président, pour celui qui va apprendre. Moi j'ai appris dans la bêtise de ce régime de Paul Biya. J'ai appris qu'un président peut échouer parce qu'il a épousé, les conditions du diable. Tu es au sommet et tu vas pactiser avec les gens qui détruisent tes enfants. Ta femme doit porter le rouge du matin au soir. Tu es assis sur l'argent. Tu es assis sur le pouvoir. Ma fille peut aller dans telle école. Il suffit de se prendre, je pigne des yeux comme ça là. Ma fille est à l'université. Elle est à l'EMIA. Elle est à Paris. Elle est aux États-Unis. Pourquoi devrais-je aller pactiser? Les gens pactisent avec des entités invisibles pour avoir de l'argent, pour avoir le pouvoir. Mais toi tu l'as. 43 ans. Et tu n'as aucun héritier. Aucune héritière. Quel était le but? Quel est le but? Alors vous avez des mamans au quartier qui sont des vendeuses de beignets, des papas, des taximans, des benzikineurs, des charpentiers, des menuisiers au quartier qui font leur petit boulot, que des enfants docteurs, médecins, ingénieurs, hommes d'affaires, femmes d'affaires, et ainsi de suite. Et le premier Camerounais milliardaire, doté de tous les pouvoirs, après Dieu sur la terre, c'est Biya au Cameroun. Tous les enfants sont fous. Parce qu'ils sont allés pactiser avec des esprits compliqués. Quel était le but? Voilà le résultat. Demain, vous allez apprendre que les comptes de Biya ou de sa femme ont été... Quand vous écoutez Maduro là, on dit que même ce qui n'était pas à son nom, ils sont allés chercher. Ce qui est au nom de sa femme, ils ont pris. Ce qui était avec le nom de machin, ils sont allés chercher.
Ils ont récupéré. Pourquoi? Parce que quand vous êtes président, ce sont ces gens-là qui viennent dans des palais pour rencontrer le président, pour te protéger, pour leur proposer des produits de leur banque. Vous pouvez avoir tel compte, avec telle carte bancaire, vous êtes invisible, machin, truc et tout ça, et tout le tralala. C'est pour ça que vous voyez que d'autres sont en prison. Alain Mebengo a des comptes à l'extérieur. Maintenant, pourquoi ils ne peuvent pas les utiliser? Parce que ce sont des formules qu'ils ont utilisées pour ouvrir ces comptes-là. Aujourd'hui, qui sont là-bas en prison, ceux avec lesquels ils ont coopéré, ont décidé de se sucrer. D'autres comptes, parce que tu ne peux pas revendiquer, tu vas revendiquer comment? Parce que tu as fait des choses dans le faux. Maintenant, tu te retrouves en prison, tu es coincé. Et pour avoir cet argent qui est bloqué à l'extérieur, et toi tu es en prison, tu as tué des Camerounais. Parce qu'Alain Bengoro a tué Jules Koumkoum, écrasé en route par une voiture de l'armée, un camion. C'est Alain Bengoro qui les envoie. Exactement comme ce que Melingui est en train de faire aujourd'hui. Il va prendre Mbapou Parfait, il le fait enfermer pour rien. L'enfant est un gars qui fonctionne avec des tuyaux dans le corps. Pourquoi tu l'enfermes? Parce qu'il faut rendre service à Joseph Fouda. Un jour, Melingui payera. Un jour, les responsables paieront. Parce que le salaire de Dieu arrive toujours. La sanction arrive toujours. Le diable a la montre, mais Dieu, lui, a le temps. Donc ta montre peut coûter des milliards. Elle peut coûter des millions. Elle peut briller, elle peut être un or massif, en diamant. Tout ce que tu veux. Mais le temps là, c'est Dieu qui le gère. Oui, monsieur. Donc, je vous parle de ça pour vous faire comprendre que ce que vous avez suivi là, avec Maduro, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ça va continuer. Beaucoup de gens ont volé au Cameroun pour aller garder en France. Les Ketcha Célestines ont des comptes là-bas. Oui, monsieur. Les Ketcha Célestines ont des comptes là-bas. Voilà un monsieur qui est président dans son pays. Au lieu de crier, de penser son pays, il pense à les fêter, aller sur des plages. Et vous savez que les Français, là, les journalistes français, quand c'est une petite vérité comme ça, là, ils élargissent la vérité. Ils la font grandir. Chacun raconte tout et n'importe quoi. Ils mentent. Ils inventent même. On vous dit qu'il avait 12 copines. Si on te dit aujourd'hui que, est-ce que tu peux prouver les 12 copines qu'il a? Que vous avez eu la chance, vous l'avez filmé, il était avec sa femme. Ça aurait pu être une jomba. Est-ce que vous avez vu? Non. Pourquoi? Parce que les journalistes que vous voyez là, c'est l'une des premières armes des gouvernements, de certains gouvernements occidentaux. La manipulation et le mensonge. Vrai ou faux, ils sont là pour amplifier. Si c'est vrai, ils amplifient. Si c'est faux, ils amplifient. C'est parce que c'est eux qui sont à la base de tout ça. Mais vous, Paul Biya, observez ça. Ils regardent. Mais demain matin, ils refont les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont été prisonniers. Mais quand ils ont été faits prisonniers de ce comportement, quand ils se sont rendus compte et que leurs enfants peuvent leur protéger, qu'ont-ils fait et que font-ils? Ils font de ces enfants-là leurs ennemis. Aujourd'hui, dans le village de Paul Biya, les gens parlent encore du nom de Paul Biya parce qu'il est encore vivant. Le jour où Paul Biya tombera définitivement, que Dieu l'a appelé, j'espère le plus tard possible, mais les gens vont célébrer dans leur cœur. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui va s'asseoir comme ça. Dès que quelqu'un qui connaît pas, tu sais pas, Seigneur, 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 qu'est-ce que tu es merveilleux. Seigneur, enfin, enfin. Dès qu'il sort, oh, papa Biya, tu le laisses avec qui? Biya, oh papa. Quand il rentre chez lui, il dit, sorcier, il est mort. Chérie, ton type est mort, à Ouya. Il est mort. Vraiment, je te dis, ouais, nous sommes sauvés. On était fatigués. Le cortège des voitures, avim. On monte, on descend. On était fatigués.
On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, on ferme les routes, qui passe là. C'est le président qui est en train de passer, nous sommes bloqués dans le taxi. Toute la journée, tu ne peux pas traverser. Vraiment, il est mort. Vraiment, on va souffler, on va un peu respirer. Vraiment, donne-moi un peu un verre de vin de Maratamboula. Clop, 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 clop. Il finit de boire. Il sort. Au lieu du thé, il va trouver les autres. Ouais, papa, que président où il y a? Ouais, anti-président, on va faire comment? Ouais, anti, les Bamileke vont nous finir, les Bassa vont finir avec nous. Oh, les anglophones, oh, 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 oh. Les gens vont célébrer, les gens seront contents. Mais publiquement, ils vont vous montrer qu'ils sont tristes. Parce que les gens souhaitent la mort de Paul Biya tous les jours. Que personne ne vous trompe. Les 3 quarts, 90% des petits Nanga que vous voyez, la sorte que Biya meurt. Je ne vous parle même pas de sa femme. Les gens pensent que sa femme doit seulement brûler en enfer. Oui, parce que les gens ont un mauvais souvenir. Qu'est-ce que ces gens-là nous apportent? Chez les petits Nanga, ils apportent quoi? Après, demain, vous allez apprendre qu'on a saisi les comptes de Biya. Il y avait ceci, il y avait cela, il y avait machin, il y avait ceci, cela. Dans son propre pays, il a fait quoi dans son village? Quand tu entends qu'il y a un petit espace dans le village, c'est un membre du gouvernement. La clôture de la maison, seule construit tout un quartier. La clôture, j'ai aussi vu ça là-bas chez Nyat. Je vous ai montré la clôture de la concession de Nyat ici. Perte de vue. Pourquoi? Pour quelles raisons? Pourquoi faire? Pour aller où avec ça? À la fin, quand vous mourrez, il n'y a plus personne pour entretenir. Donc voilà ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin pour vous dire, voilà donc des présidents qui n'apprennent rien. Quand nous essayons ici de leur donner des articulations, comment sortir de là, ils vous prennent tout de suite comme un adversaire. Ils te sortent les épines. Tu ne dois pas parler de ça. Tu ne dois rien dire. Non, 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 non. Dans leur tête, c'est que tu leur donnes des leçons. Ils sont toujours objectifs, ils ont raison sur tout. Mais quand ils ont des problèmes, ils veulent nous voir, c'est nous qui devons parler à leur place. Vous ne verrez jamais l'enfant de Joseph Fouda. Venez parler. C'est un militaire. Hein? Vous ne verrez jamais sa belle-fille. Vous ne verrez jamais son beau-fils. Vous ne verrez aucun de ses fils. Mais ce sont les enfants des autres qui vont venir vous raconter leur vie. Heureusement, la plupart des gens qui m'ont déjà sollicité pour parler de l'histoire de Joseph Fouda me disent toujours que non. Mauritanie, bonne main. Le type là est méchant. Le type là c'est un tueur froid. 99,99% des personnes qui m'ont déjà parlé me disent non, petit frère, tu as mis le doigt là où il fallait mettre. Le type là est dangereux. Il tue. Je demande, il tue alors pourquoi? Quel est le but? Vous tuez pourquoi? Quelle est la raison de tuer comme ça? Pour finir où et quoi et comment? Voilà Martin Beniguer Boudou qui vend les tissus wax en Inde. C'était la même réputation. Pourquoi faire? Pour devenir quoi? Rien du tout, n'est-ce pas? Vous volez ce qui vous appartient. Vous détruisez ce qui peut vous pleurer demain. Vous anéantissez votre patrimoine. Vous détruisez votre propre richesse pour hériter des esclaves des autres demain. Yes. Le fils de Joseph Fouda avait été tué par des étrangers pour régler un compte. Avec le même motif, il fallait faire partie du Cameroun. Finalement, les gars ont dit, ok, nous partirons d'ici, mais on viendra vous rendre visite. Ils ont découpé son fils et déposé sur les rails. Qu'est-ce que vous voulez avec tout ça? On va vous parler, ça devient un problème. On va expliquer ce qu'on vous déteste. Mais vous faites les mêmes choses tous les jours. Et on croise les bras, on regarde, on observe. On dit, oui, papa, tu es Bapou. Vous avez bien fait, papa. Non, tu es un gars Stéphane Jordan. Non, vous avez bien fait, papa. Non, tu es Thierry Ndong. Non, vous avez bien fait, papa. Non, le contre-amiral Sola. Non, tu es, c'est bon. Non, j'étais allé en prison. Non, papa, c'est bon. J'étais à sa femme en prison. Oui, papa, c'est bon. Toi-même alors, toi-même, es-tu parfait? Non. Tu es un criminel. Mais tu ne vis qu'avec le titre, le conseiller spécial. Non, ça ne peut pas, ce n'est pas éternel. Moi, je vous dis ici, je n'ai aucune prétention qui touche du doigt. Celui qui prendra ma vie, c'est Dieu.
Mais vous, certains d'entre vous, si Dieu le veut, je vous verrai tomber un à un, ici. Et nous serons au Cameroun, le pays là. Nous allons avoir un mois dit un jour, dans ce pays, le Cameroun. Ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Et ce temps-là appartient à Dieu. C'est comme demain. Demain appartient à Dieu. Alors, mes chers amis, j'ai voulu échanger avec vous pour vous dire que moi, je ne peux pas avoir pitié de Maduro. Le président Trump est l'un des meilleurs présidents sur les 50 dernières années. Avec lui, tu apprends et tu changes. Avec lui, tu deviens bête ou tu deviens plus intelligent. Tout simplement. Comme avec Paul Biya. Je suis devenu plus intelligent dans un régime de bêtes. J'ai appris beaucoup de choses. Ça a été un mal pour un bien, parce que ça m'a enseigné. Le président Trump, c'est pareil. Il vous apprend. Vous êtes des shithole country. Qu'est-ce que je fais aux États-Unis? Vous savez, il y a une catégorie de gars qui vivent au Mexique, là. Guatemala, Pérou, et ainsi de suite, et qui sont ici aux États-Unis. Ils traversent dans ces petites 2 heures de temps pour aller chez eux. Les gars travaillent ici toute la semaine. Vendredi soir, ils sont chez eux pour aller construire. Il y a eu un reportage. Si tu vois les gens qui vivent aux États-Unis, les femmes qui travaillent dans des hôtels, qui font les femmes de ménage dans des hôtels, vous voyez leur villa chez eux, où ces gens-là vivent. Tu dis que c'est pas possible. C'est invraisemblable. N'est-ce pas? Ils sont venus chercher pour ramener chez eux. Ils sont venus prendre pour ramener chez eux. Le Mexique, le Guatemala, le Pérou, tous ces pays-là, aucun de ces pays-là n'a la richesse du Cameroun. Mais les nôtres volent pour venir ici. Tu apprends que la fille du président chassée des États-Unis, drogue, prostitution, alcoolisme, sodomifiant. Vous apprenez que le fils d'un général, un certain James, général du Cameroun, se retrouve en prison en train d'aller braquer les banques, finit en prison, d'autres meurent même ici aux États-Unis. Pendant que d'autres viennent chercher pour ramener chez eux, nous volons là-bas pour venir cacher ici et nous mourrons, on abandonne tout ici. Est-ce normal? Non. Notre propos, notre position ici a pour but de vous sensibiliser, d'informer, de dénoncer, de proposer, d'aider. Nous avons tout pour développer le Cameroun. Nous avons tout pour développer l'Afrique. Ceux qui développent ce pays, ce ne sont pas des machines. Ce pays a été développé avec les mains des maçons, des menuisiers camerounais, des menuisiers africains. De la chair africaine est enterrée ici dans ce pays. Eux, ils n'avaient pas WhatsApp, ils n'avaient pas Twitter, ils n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais ils ont développé ce pays. Mais nous avons développé des intelligences qui peuvent nous faciliter la vie. Que faisons-nous ici? Travaillons avec ce pays en partenariat. Travaillons avec ce pays en collaboration pour développer le nôtre. Nous sommes ici, mais développons aussi de l'autre côté. Même le président qui est ici vous dit que mes origines sont européennes. S'il est un mauvais président, inspirez-vous de ce qu'il a fait à mal et ne faites pas la même chose. S'il vous fait la critique, inspirez-vous de cette critique pour changer. Mais plus il vous parle, plus vous vous enfoncez. J'ai dit à un compatriote que nous sommes la cible de Donald Trump. Comme vous nous aimez oublier les choses, souvenez-vous de son premier mandat. Vous avez oublié ce qu'il a fait au niveau du Cameroun. Et ce n'est pas terminé. Il sait très bien que Paul Biya ne devait plus être président parce que c'est son souhait. Mais Biya n'a rien fait pour ne pas être humilié. Personne ne fait rien pour ne pas être humilié le moment venu. Ils pensent qu'ils sont des King Kong. Dans leur tête, ils ont le monopole du savoir. Ils connaissent tout. Tu ne peux pas leur parler. Dès que tu commences à parler à un ministre camerounais ou à un responsable camerounais, tu deviens son adversaire parce que tu lui dis la vérité. Ou tu es jaloux, ou tu attends de l'argent. Mais l'argent qu'ils ont n'a pas ramené certains de leurs qui sont morts. Parce que si l'argent pouvait ressusciter quelqu'un, Anastasie Eyenga, la mère de Paul Biya, elle serait encore en vie aujourd'hui. Oui, monsieur. Les parents de Paul Biya
seront encore en vie aujourd'hui. Mais l'argent ne peut pas tout. Mais l'humain peut tout. L'humain peut tout. Oui, parce que Dieu dit, je vous ai donné tout le pouvoir, vous pouvez tout faire. Alors pourquoi nous utilisons notre pouvoir pour ne faire que du mal? Pourquoi? Moi qui ai un peu, oui, parce que je ne peux pas mentir, Dieu m'a donné un peu. Donc ce peu-là, je le partage avec les autres. Le peu que j'ai, je le partage chaque jour avec les autres. Donc en parlant ici avec vous, je vous partage avec vous la richesse que Dieu m'a donnée et la vie que Dieu m'a donnée. Je partage avec vous. Tout simplement. Alors j'ai voulu échanger avec vous pour vous faire comprendre que voilà le résultat des dictateurs présidents, des présidents pilleurs de biens de chez eux, des présidents voleurs, des présidents qui n'apprennent rien. Voilà le résultat qui les attend parce que à force de voler, à force de piller, le jour où on te fait tomber, on prend tout. Mais apprenez des erreurs des autres, bon sang. Ils n'apprennent rien. Ils opposent les Camerounais, ils opposent des Africains, ils opposent des citoyens, on s'entretue, on s'insulte, on se fait des ennemis pour des biens qui ne nous servent, qui ne leur servent à rien du tout. Voilà donc les conséquences. J'ai voulu trouver cette vidéo-là pour échanger avec vous. C'était un message au président Paul Biya. C'était un message qui lui a été envoyé pour qu'il comprenne ce qui ne va pas. Mais personne ne le lui dira. Et Paul Biya n'a plus rien à cirer. Un monsieur qui a 100 ans, monsieur. À tout moment, Dieu peut appeler Biya. Il n'a rien à cirer. Il n'a rien à foutre. Il partira et nous allons continuer la guerre entre nous. Faisons attention. S'il vous plaît. Je ne parle pas ici pour faire mal à qui que ce soit. C'est juste pour attirer votre attention. Pour sensibiliser, informer, dénoncer ce qui ne va pas pour que ces choses changent. Pour notre intérêt à nous tous. Je ne suis pas votre ennemi. Je peux être votre adversaire idéologique. Ce qui est logique dans cette société. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays-là la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrick Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.